Bonsoir à tous. Alors merci d'être venus à cette conférence de l'Université populaire. Aujourd'hui nous recevons Bernard Delmotte sur le droit de vote des étrangers. Alors, oui bien sûr. Merci. Vous m'entendez? Étrange, étranger. Qu'y a-t-il de plus différent et de plus semblable qu'un étranger? Qu'autrui. On est tous des étrangers. Ils sont parmi nous, ces étrangers. Doit-on parler tous ces étrangers dont on entend parler dans nos médias, on les appelait étrangers, puis on les appelait immigrés, il y a quelques années, puis aujourd'hui on parle de migrants. On a encore réduit le focus. L'étranger vient d'ailleurs, mais quand il vient, il arrive qu'il s'installe. Il travaille, il inscrit ses enfants à l'école, il s'inscrit dans des associations, et puis parfois il milite. Et pourtant c'est un citoyen à part. C'est pas un citoyen du tout parce qu'il ne peut pas voter comme nous. Il participe à l'effort national au point de vue économique, mais il ne pèse pas politiquement. Donc là, aujourd'hui, nous allons recevoir Bernard Delmotte qui milite depuis 40 ans sur la question du droit de vote des étrangers. Et ce combat n'est pas encore terminé à ce jour. Je vous invite à l'applaudir. Merci. Merci donc à l'UPA pour son invitation. Merci à vous toutes et tous d'avoir bravé le froid et les intempéries pour écouter un sujet qui effectivement est peut-être pour beaucoup un sujet ancien et oublié, et je vais essayer de m'efforcer de vous expliquer que c'est encore un sujet d'actualité. Donc pour commencer, on va, parce que cette conférence se situe aussi dans le trentenaire d'une expérience qui a eu lieu à Amiens, donc le 19 décembre 1987, un millier d'étrangers d'Amiens ont élu 4 des leurs pour être au conseil municipal de la ville comme conseillers, ce qu'on appelait conseillers associés. Donc l'association Carmen, Canal Nord, a fait un film qu'elle a repris ensuite avec des interviews ultérieures. Il ne dure que 7 minutes, mais c'est l'introduction à la conférence. À l'époque, j'étais responsable de l'amicale des Algériens. Nous voudrions que la voix des immigrés soit entendue par les élus, mais cette fois-ci en direct. J'étais président de la commission extra-municipale, donc des immigrés. Ils habitent Amiens pour la plupart depuis une vingtaine d'années. Ils ont une connaissance des problèmes, ils ont éventuellement des solutions à proposer. Je crois qu'ils apporteront un plus à la vie de la cité. Ce samedi-là, 800 étrangers se rendent aux urnes pour désigner 4 représentants, 4 élus qui siégeront au conseil municipal avec un statut consultatif. Il y avait eu déjà dans le nord, dans la banlieue de Lille, une expérience de même type en 1985. Le fait d'avoir tendu la main, d'avoir reconnu la citoyenneté locale à mes paroissiens de nationalité étrangère s'est traduit à travers une multitude d'exemples concrets que je n'ai pas l'occasion de détailler, par des changements d'attitude extrêmement positifs et donc une vie plus facile, une meilleure compréhension entre les différentes communautés. Et nous, en 87, on a été la 2e ville en France et la première et la seule ville de plus de 100 000 habitants à faire la même expérience.
Une élection qui défraie la chronique. 2 ans après Mont-Saint-Barreuil, dans le département du Nord, Amiens, première ville de Picardie et capitale de cette région, organise une élection de conseillers municipaux associés. Je me souviens très bien là, des 4 conseillers associés. Je me rappelle très bien de leur engagement au quotidien pour ne pas décevoir, pas simplement les personnes qui ont voté pour eux, mais également de ne pas décevoir Amiens, parce qu'Amiens voulait en faire une expérience exemplaire. C'est étonnant de voir qu'il y a des gens qui paient des impôts locaux, etc., ou des impôts tout court, ne participent pas à la vie sociale et à la vie politique, entre guillemets, municipale. C'est une condition, à mon avis, qui permet à la municipalité de faire une bonne politique. C'est une condition aussi d'inclure, d'associer l'ensemble des habitants à la gestion de la ville. Par conséquent, c'est une bonne chose aussi pour la paix civile, pour la paix sociale et pour la sécurité. C'est toute l'armée de Le Pen qui a débarqué avec casqué, masqué, des gourdins, le gaz, tout ce que vous voulez. Parmi les souvenirs, mais c'est toujours des choses qui sont d'actualité. C'est les slogans que le camp adverse scandait, entre autres d'or l'étranger ou bien la France aux Français. Ça a permis que ces expériences soient pas seulement connues, mais entendues au-delà des frontières. Même des Canadiens sont venus ici pour nous interviewer. Une première à Amiens, le vote de la communauté immigrée pour élire 4 représentants au conseil municipal. Ils n'auront qu'un rôle consultatif, mais le Front National a déjà protesté. Il faut savoir qu'à gauche, ça n'est passé que de justesse, c'est-à-dire c'est au niveau de chaque groupe politique, il y a eu un débat. Et au niveau du groupe socialiste, c'est à une voix de majorité qu'il y a eu l'accord pour faire cette expérience. C'est-à-dire, à une voix près, on ne faisait pas l'expérience à Amiens. Il y a eu un espoir monstre. Tout le monde y croyait. Et pour les femmes sortaient pour la première fois, allaient voter, enfin c'était un événement. C'est un peu une émancipation, si vous voulez, c'est la femme bouge, la femme, il y a des associations de quartier qui sont créées pour les femmes, donc ça bouge, c'est bien. On entend de tout, parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. Pour les enfants peut-être? Pour les enfants, oui, pour les écoles, pour le travail, pour beaucoup de choses qu'on en a besoin. Et j'espère que ça va bien passer. Et ça va servir à quelque chose ce vote. 4 immigrés au conseil municipal d'Amiens à titre consultatif, une première au niveau national pour une ville de plus de 100 000 habitants. Le taux de participation s'élève à 78%. Sont élus Monsieur Batili, sénégalais, Monsieur Lamamra, algérien, Monsieur Lopez, portugais, et Monsieur Nouri, marocain. Alors je crois que c'est une grande journée. Et le fait que sur les 1008 inscrits, pratiquement 80% se soit exprimé constitue un score remarquable. On recevait les dossiers comme tous les conseils municipaux, si j'ose dire, normaux, et on étudiait exactement comme eux, et on discutait les points de la ville comme eux, et on proposait les projets, on discutait les projets comme eux.
4 élus représentent désormais les communautés les plus importantes d'Amiens, à savoir les Marocains, les Portugais, les Algériens et les Noirs africains. Ils siègent à la mairie en qualité de représentants associés et participent aux délibérations du conseil municipal. Cependant, ils ne peuvent participer au vote, leur avis est purement consultatif. Pour respecter la légalité, le maire est même tenu de lever la séance pour entendre leur avis qui ne figurera pas au procès verbal. Je crois que personne n'a pu demander la parole. Aussi, monsieur. Non, la séance est suspendue. Monsieur Lamamra, vous avez la parole. Le conseil municipal ne doit pas se résigner, car fort du soutien de plus de 100 000 Amiénois et Amiénoises, il doit maintenir sa pression sur le gouvernement pour éviter un nouveau fait accompli qui écarterait la capitale de Picardie de la voie des avantages. Merci de votre attention. Alors, c'est vrai qu'après, l'expérience n'a pas duré suffisamment longtemps. Elle a duré 1 an et quelques mois. Enfin, mars 89, élection et arrêt de l'expérience. Mais c'est toujours un problème d'actualité parce que c'est un problème qui concerne, je dirais à la limite, pas les étrangers, c'est un problème de démocratie. C'est un problème de démocratie française. Bon, est-ce que tous les citoyens d'une ville peuvent se mettre d'accord, choisir leurs représentants et décider de ce qui est bon pour leur ville, ou qu'une partie de ces citoyens seulement? Donc, bon, le droit de vote des étrangers, c'est un problème de démocratie, et donc ça reste un problème d'actualité. Nous ne sommes pas un danger pour les Français, au contraire. Nous sommes venus dans un pays qui a combattu pour la France. Tous les pays maghrébins, ils ont été nos ancêtres, ils ont été dans l'armée française, ils sont morts pour la France. Et je crois que nous, la génération après-guerre, nous aussi, on est venus, on est immigrés en France. On a créé des familles, on a des enfants qui actuellement ont pas la double nationalité et qui aussi se considèrent comme des Amiénois, à part entière. Il y a quelque part quelque chose qui comment dirais-je, empêche que diminue un peu l'homme. N'est-ce pas? Moi j'aime la France, j'ai vécu là, j'ai toujours vécu en Algérie, il y avait la France, ici il y a la France, donc je n'ai pas d'autre pays à s'il y a un choix. Mais les choses évoluent parce qu'il y a une proposition de loi qui est en ce moment discutée, et cette proposition de loi sûrement va laisser des traces dans la mesure où elle permettra de faire évoluer les choses. Même si elle n'aboutit pas, au moins ce débat sera un débat public par rapport à l'autre débat qui était un débat plus ou moins fermé, qui est le débat sur l'identité nationale. Alors, dans un premier temps, je vais assez rapidement donc, survoler l'histoire de la revendication du droit de vote des étrangers, qui a démarré en France dans les années 73-74. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'essaierai d'expliquer pourquoi cette revendication est encore d'actualité. Alors la revendication, elle commence au moment où le gouvernement décide d'arrêter l'immigration de travail. Et les immigrés qui étaient là et compensaient là de manière provisoire, transitoire, on pensait qu'ils allaient retourner dans leur pays d'origine. On arrête l'immigration de travail. Les immigrés ne repartent pas et le gouvernement très rapidement décide de faire venir des familles. Et on passe donc d'une immigration transitoire à une installation définitive et une installation des familles. Et très rapidement, un certain nombre d'associations, notamment la FASTI, Association de solidarité avec les travailleurs immigrés, mais aussi la Ligue des droits de l'homme, des partis politiques, le PSU, la Ligue communiste révolutionnaire, mettent dans leur programme le droit de vote des étrangers. On parle d'ailleurs, et dans ce film, on parle à l'époque, vous avez pu le remarquer aussi dans le montage vidéo, du droit de vote des immigrés.
et on en parle à tort du droit de vote des immigrés, puisque les immigrés, une partie des immigrés ont pris la nationalité française et ne sont pas concernés par la revendication du droit de vote. Il s'agit bien du droit de vote des étrangers, mais dans un premier temps, c'est bien le droit de vote des immigrés, et cette revendication, elle est une revendication pour l'intégration de ces immigrés. C'est ce côté intégration qui est mis en avant dans la revendication. Et les expériences de conseillers associés avaient pour objectif de montrer que ces personnes étaient là et qu'ils devaient pouvoir participer aux conseils municipaux. Malheureusement, il n'y a eu que 7 villes et une seule ville importante, Amiens, qui ont fait cette expérience, et donc il n'y a pas eu le poids suffisant pour peser sur les politiques. Donc ces expériences ont très vite tourné court. Mais dans cette première partie de la revendication du droit de vote, ce qui a surtout marqué, c'est la 80e proposition de François Mitterrand. Il se fait élire donc, avec un certain nombre de propositions, dont la proposition de donner le droit de vote aux étrangers. En 1981, il est élu en 1981. Très rapidement, la revendication est abandonnée pour 2 raisons principales. La première, c'est que les sondages de l'époque sont très négatifs sur la question, à peu près du style 2 tiers opposés, 1 tiers favorable, et même dans les sympathisants de gauche, et on le reverra plus tard dans les sondages que nous avons organisés, il n'y a pas une majorité favorable pour le droit de vote des étrangers. La deuxième raison de l'abandon de la revendication, c'est que c'est l'excès de zèle d'un de ses ministres qui, en déplacement en Algérie, parle de ce projet et dit que ce projet est intéressant parce qu'il va permettre de conforter les majorités de gauche dans les municipalités. Bien sûr, ça a été très mal pris, que l'opposition est montée en flèche pour dénoncer la manœuvre, et le gouvernement a décidé d'abandonner le projet. Donc on est en 81. Dès le mois d'août 1981, le projet est abandonné. Les expériences de conseillers associés vont venir donc dans les années 80, 85 Mont-Saint-Parole, 1987 Amiens, et il va y avoir aussi dans ces années-là le premier collectif qui s'appelle J'y suis Gibotte, qui s'appelait J'y suis Gibotte, qui va réunir plus de 100 organisations, syndicats, partis politiques, sous la direction un peu de la Ligue des droits de l'homme, et qui va donc militer avec des comités locaux dans une centaine de villes, qui va se battre pour la revendication du droit de vote des étrangers. Mais arrive un événement qui va un petit peu changer la donne, qui est le traité de Maastricht. En 1992, donc, les chefs d'État des 12 pays, à l'époque il n'était que 12 de l'Union, se mettent d'accord sur un traité qui va être signé en février 1992, et dans ce traité il y a énormément de choses. Il y a le début de la monnaie unique, il y a un certain nombre d'autres choses, mais il y a aussi, pour notre sujet, il y a la décision de faire une citoyenneté européenne. Mais cette citoyenneté européenne, on la réserve aux membres de l'Union européenne, c'est-à-dire aux ressortissants de l'Union européenne qui résident dans d'autres pays de l'Union européenne. Et on leur accorde le droit de vote
et d'éligibilité aux élections municipales et européennes. Mais c'est un événement important, d'autant qu'on leur accorde dès leur arrivée sur le territoire. C'est-à-dire que si un Allemand arrive à Amiens au mois d'octobre, il peut s'inscrire sur la liste électorale et voter en mars suivant, s'il y a des élections en mars suivant. Donc, ce qui était tout à fait exceptionnel, parce que plusieurs pays avaient déjà en Europe accordé le droit de vote aux étrangers, mais toujours, sauf l'Irlande, qui faisait un peu bande à part, mais toujours avec un délai, une durée de résidence, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et jamais immédiatement. Là, on accordait donc aux Européens le droit de vote immédiat lorsqu'ils étaient dans un autre pays de l'Europe. Et cette décision est très mal vécue en France. Elle est très mal vécue par la droite, mais même par une partie de la gauche. Et la France va tout faire pour retarder d'abord la mise en place de la mesure. Elle fait voter par les autres États le fait que la mesure pour les élections municipales ne s'appliquera qu'à partir de 1996. Pourquoi 1996? Donc le traité est en 1992, on décide que ça ne s'appliquera qu'en 1996. Pourquoi? Simplement parce qu'en 1995, il y a des élections municipales en France, et heureusement, les Européens ne pourront pas voter à ces élections municipales. Et les Européens ne voteront pour la première fois aux élections municipales qu'en 2001, et la France sera le dernier pays de l'Union européenne à mettre en pratique le droit de vote aux élections municipales. Alors, ils avaient pu voter aux élections européennes dès 1994, parce que là, c'était, bon, tous les pays étaient forcément sur le même, au même niveau. Donc, les débats sont extrêmement durs, et ça aboutit à une décision du Conseil constitutionnel qui dit pour accorder ce droit de vote municipal, il faut une réforme de la Constitution. Donc il faudra une réforme de la Constitution, et cette réforme va être un élément important parce qu'elle va verrouiller complètement la procédure pour la suite. Je vais vous lire telle qu'elle est rédigée. Donc, on est sur la Constitution de 1958. Avant Maastricht, les élections sont régies par l'article 3 de la Constitution qui dit « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques ». Le 25 juin 1992, la Constitution est modifiée et on y ajoute un nouvel article 88.3 qui dit « sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité de l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. » Et c'est une décision, française. D'autres pays ont dû modifier leur constitution, mais par exemple les Belges, lorsqu'ils modifient leur constitution pour appliquer le traité de Maastricht, décident qu'une simple loi peut modifier le corps électoral municipal. Et quelques années plus tard, les Belges vont accorder le droit de vote municipal à tous les étrangers. En France, donc, après ce texte, il faut une réforme de la Constitution, c'est imparable, alors qu'avant Maastricht, les juristes, notamment ceux de la Ligue aux droits de l'homme, pensaient que
la Constitution qui disait sont électeurs tous les nationaux français ne s'appliquait que pour les élections nationales. Leur interprétation, c'est que cet article 3 était dans le titre souveraineté nationale et qu'en fait les élections municipales étaient des élections qui n'avaient pas d'impact sur le plan de la souveraineté nationale, sauf en mettant en part l'élection des sénateurs, qui est réglée, donc on l'a vu, parce que bon, les Européens pourront participer aux conseils municipaux, mais ne pourront pas participer à l'élection des sénateurs. Mais je dirais que ça va plus loin. Là, on va faire aussi de ces élections des Européens, on va compliquer la tâche. On va notamment faire ce qui a été estimé à l'époque comme une petite brimade. On va obliger à mettre sur le matériel électoral, sur les bulletins de vote, la nationalité des étrangers. C'est-à-dire que s'il y a un étranger dans une liste, sa nationalité sera indiquée. Et depuis, plusieurs élections municipales ont été annulées parce que cet élément-là étant ignoré par beaucoup de gens, il y a des listes qui se sont présentées avec des étrangers sans la notion de nationalité et les élections ont été annulées. Donc l'État français, le gouvernement, la droite de l'époque, mais aussi en partie la gauche, ont nettement freiné cette avancée qui était pour les militants du droit de vote une avancée, mais qui était en même temps, on l'a constaté dès le départ, un blocage pour la suite. Mais le problème qui devenait, ça n'était plus seulement une revendication pour l'intégration, le problème devenait, après 1992, une revendication pour l'égalité des droits. Égalité des droits des étrangers, égalité des droits des étrangers non européens, égalité avec les droits des Européens. Donc la revendication a un petit peu évolué dans ce sens. Et plusieurs collectifs se sont créés dans les années qui suivent, qui ont travaillé d'ailleurs ensemble, certains à l'initiative de Léo Lagrange et du BRAP, d'autres qui étaient à l'initiative d'associations étrangères. Et toutes ces associations et tous ces collectifs ont essayé donc de faire avancer la revendication. Ça aboutit d'ailleurs en 2000 par un vote à l'Assemblée nationale, vote d'une proposition de loi. Les Verts ont utilisé ce qu'on appelle une niche parlementaire pour faire une proposition de loi, et cette proposition de loi est passée avec notamment deux voix de la droite de l'époque, M. de Robien et M. Borloo, qui ont voté ce texte, et toute la gauche à une exception près. Et donc, le problème, c'est que ce texte, c'est une réforme constitutionnelle, donc transmission au Sénat, et le bureau du Sénat n'a jamais mis à l'ordre du jour la proposition qui avait été votée à l'Assemblée nationale, et donc c'est resté lettre morte. La revendication s'est poursuivie dans les années 2000, et elle a porté plus sur la démocratie locale. On en parlait déjà au niveau du vote des conseillers associés, mais c'est devenu la revendication principale, c'est-à-dire que, eh bien, bon, tous les habitants d'une ville devaient pouvoir participer au choix de leurs représentants. Alors on était bien, et si on a le temps dans les discussions, après on y reviendra, mais là on est bien pour le moment sur une revendication du droit de vote municipal, local. Et même si plusieurs des associations ou partis
qui militent dans les collectifs sont pour le droit de vote à toutes les élections. Il y a eu un consensus pour dire la revendication porte dans un premier temps sur l'élection municipale. Donc ce qui a été mis en avant dans les années 2000, ça a été ce problème de démocratie. Et là, on a beaucoup espéré, en 2012, élection de François Hollande, qui dans son programme, comme l'avait fait François Mitterrand, remet à l'ordre du jour la revendication du droit de vote des étrangers. Malheureusement, bon, ça n'ira pas plus loin, et là, on peut considérer que c'est une faute politique de François Hollande, parce que à la différence de Mitterrand, à l'époque, les sondages étaient plutôt favorables au droit de vote des étrangers. On n'était plus du tout dans la situation des années 80 où les sondages donnaient une majorité très hostile. Et deuxièmement et surtout, pour la première fois sur la Ve République, il y a eu pendant près de 2 ans une majorité de gauche à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc la possibilité de faire un vote conforme, strictement identique, ce que demandent les révisions constitutionnelles, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous savez que le principe de ces révisions constitutionnelles, vote strictement identique des 2 chambres, et ensuite congrès où tous les parlementaires se réunissent, et là, 60% de votes favorables pour qu'il y ait la modification de la Constitution. Alors François Hollande a dit il n'y a pas les 60%, mais il n'a pas tenté. Il n'a pas 60% à gauche, il manquait une trentaine de voix, effectivement, parmi les parlementaires, mais on savait à l'époque qu'il y avait un certain nombre de centristes, qu'il y avait un certain nombre de parlementaires de droite qui étaient favorables à la mesure. Et donc, on pouvait tenter de faire passer la mesure au Congrès. Mais ça n'a même pas été présenté, puisque le seul texte qui a ensuite été voté au Sénat en 2011 a encore été voté dans le cadre d'une niche parlementaire, par une proposition de loi, donc ce n'est pas le gouvernement qui l'a proposé, et donc il y a eu une majorité du Sénat qui était de gauche à l'époque pour voter ce texte, mais ce texte n'était pas identique à celui de 2000 de l'Assemblée nationale, parce qu'entre deux, il y avait eu des modifications législatives, etc. Il suffisait que la référence à un article de loi ne soit plus la même pour que ça ne soit plus de texte strictement identique. Donc il aurait fallu que le gouvernement prenne à son compte le projet et fasse un projet de loi, et non plus une proposition, et un projet de loi, et de le faire passer par les 2 chambres et ensuite au Congrès. Bon, ça ne s'est pas fait, et on arrive donc au jour d'aujourd'hui, où effectivement, un nouveau collectif s'est mis en place. Il a pris le nom de J'y suis, j'y vote, comme celui de 20 ans plus tôt. Mais bon, on est bien sûr dans les eaux basses. On est dans une situation, je dirais, d'attente. Mais je vais vous donner maintenant parce que je tiens à ce qu'on puisse échanger, que vous donniez votre point de vue, donc je vais aller assez vite, mais que vous donnez 4 raisons pour lesquelles le sujet est encore d'actualité, que ça n'est pas forcément une histoire définitivement perdue. Alors la première raison, ce sont les sondages. Bon, j'en ai déjà parlé. J'ai fait distribuer, j'espère que tout le monde l'a, un des derniers numéros de la lettre de la citoyenneté, où vous verrez qu'effectivement, depuis 24 ans, donc la lettre de citoyenneté pose chaque année la même question par un institut de sondage. On a affaire à des professionnels, et cette question porte sur l'égalité des droits. Le premier sondage, il est de 1994, on est en plein après Maastricht, donc on est
sur l'égalité des droits. Est-ce que vous voulez, les Européens ont le droit de vote aux élections municipales et européennes, voulez-vous que les étrangers non européens aient également ce droit? Dans un premier temps, dans les 3 premiers sondages, on était à peu près au même niveau que sous Mitterrand, c'est-à-dire 2 tiers défavorables, 1 tiers favorable. Ensuite, on a eu une période autour de 50-50 en dents de scie, mais depuis 11 ans, tous nos sondages donnent une majorité favorable à cette extension du droit de vote aux non-européens. Donc, d'autres sondages récents, dans l'autre numéro de la lettre de la citoyenneté, on en parle, que vous avez, sont moins favorables, mais ils restent proches du 50-50, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation qu'on avait connue il y a plus de 20 ans. Alors, pourquoi il y a ces variations dans les sondages récents? La situation est bien ancrée à gauche. Tous les sondages de ces dernières années donnent 75% d'opinion favorable dans les sympathisants de gauche. 60% chez les centristes. Modem, il y a quelques années, République En Marche, les derniers sondages, 60% d'avis favorables au droit de vote des étrangers. C'est à droite et à l'extrême droite, bien sûr, que là, les opinions sont très proches sur ce sujet, et que selon les sondages, on est soit à 30% de favorables, soit à 15%, enfin bon. Et les sondages varient en fonction de ça. Mais donc, les sondages, c'est pas l'enthousiasme fou, soyons réalistes, mais ils ne sont pas défavorables à la mesure alors qu'ils l'étaient il y a 25 ans. Deuxième raison pour laquelle les choses évoluent, la démocratie locale est en discussion, elle est dans le collimateur, la démocratie tout court, enfin, les taux d'abstention aux élections, etc., et le fait de la non-participation de plus en plus de gens pose problème. Et les gens qui sont de bonne foi essaient de voir comment améliorer les choses, et un des moyens, c'est de dire, mais il faut faire participer les gens, il faut... Vous savez que ce qui devient très à la mode, par exemple, c'est les tirages au sort. Eh bien, on va faire des tirages au sort de citoyens pour avoir des avis, mais ces tirages au sort, on ne va pas les faire uniquement sur les listes électorales. On va les faire aussi, par exemple, sur des fichiers d'HLM ou d'autres moyens d'avoir une population qui n'est pas uniquement la population des gens qui sont inscrits sur les listes électorales. Vous avez aussi des villes, plusieurs villes dans la banlieue parisienne, qui ont fait des référendums d'initiative locale en faisant voter tous les habitants de communes, soit sur des projets d'aménagement, des projets de fusion de communes, ils ont fait voter tous les habitants de la commune. Dernier exemple en date, en cours, la ville d'Avignon a décidé de faire un budget participatif, comme l'ont fait d'autres villes. Budget participatif, ça veut dire qu'ils demandent aux habitants de donner des projets d'aménagement. Ils consacrent 1 500 000 €, 5% de leur budget d'investissement à cette opération. Ils demandent donc que les habitants proposent des choses. Ça s'est fait là, les Avignonnais ont voté la fin novembre. Les résultats seront donnés en janvier. Étaient conviés à ce vote tous les habitants de la commune âgés de plus de 16 ans, sans condition de nationalité. Parce que il faut que tous les habitants puissent se déterminer sur ce type de projet. Et ça, on a des exemples de plus en plus fréquents de ce type de démarche où on associe tout le monde et pas seulement donc les inscrits électoraux. Troisième raison
d'espérer pour l'avenir. C'est ce qui se passe à l'étranger. Nous sortons la lettre de la citoyenneté que vous avez pris à l'entrée depuis 25 ans. On a fait les bilans de ces 25 ans de la lettre de la citoyenneté qui paraît tous les 2 mois et qui essaie de reproduire d'informer sur ce qui se passe dans le monde sur la question. En 25 ans, il y a 25 pays dans le monde qui ont donné à la totalité, à une partie ou à une partie des étrangers de leur pays, le droit de vote. Alors, ne serait-ce qu'au niveau européen, l'Union européenne s'est élargie. Les pays qui sont arrivés dans l'Union européenne ont dû accorder le droit de vote aux Européens, aux autres Européens. Certains en ont profité lorsqu'ils ont dû modifier leur constitution pour accorder ce droit de vote local à tous les étrangers. Ou d'autres l'ont fait après. Le Luxembourg l'a fait plusieurs années après. Mais donc, et le dernier exemple en date, alors c'est pas grand-chose, c'est une commune de 30 000 habitants près de Washington, c'est dans le dernier numéro de la lettre de la citoyenneté, College Park, qui est une ville universitaire. Dans l'État du Maryland, c'est au niveau de l'État, pour presque tous les États des États-Unis, c'est au niveau de l'État que se décident les modalités électorales. Dans le Maryland, c'est au niveau de chaque commune. Et il y a actuellement 9 communes, College Park est la 9e commune, qui ont accordé le droit de vote aux étrangers. Et à College Park, ce droit de vote est accordé à tous les étrangers résidant dans la commune, y compris les sans-papiers. Donc c'est quelque chose qui évolue. Actuellement, c'est en discussion en Suisse, dans le canton de Berne. Vous savez qu'en Suisse, c'est au niveau du canton que ça se décide. Il y a déjà 5 cantons qui ont accordé le droit de vote aux étrangers. Il y en a d'autres qui l'ont accordé, qui ont donné la possibilité à chaque commune de le faire. Et là, actuellement, c'est en discussion, par exemple, dans le canton de Berne en Suisse. Donc, lorsqu'on suit ce qui se passe sur cette question dans le monde, on s'aperçoit que ça continue à bouger, et ça continue à bouger toujours dans le même sens. On revient jamais en arrière. Si on accorde, même lorsqu'il y a des changements de gouvernement, prenons le cas du Danemark, où actuellement la majorité est avec une majorité, où l'extrême droite est avec la majorité, ils ne sont pas revenus sur un droit de vote aux étrangers qui a été accordé il y a maintenant 30 ans. Donc c'est plus discuté, bon. Ça c'est la 3e raison. Et la 4e raison, elle est récente et elle est tout à fait intéressante, c'est le Brexit. Les suites du Brexit. Qu'est-ce qui se passe? Le Brexit, que vont devenir? Il y a actuellement 409 conseillers municipaux britanniques en France. Il y en a à peu près 1 millier en Europe. Il y en a en Espagne, au Portugal, etc. Dans le cadre de suite du traité de Maastricht. Est-ce que le fait que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne va faire que ces conseillers, enfin les Britanniques ne vont pas pouvoir voter en France? Alors, ça fait partie de la première négociation. Les journaux n'en ont pas tellement parlé. Ils ont dit que les droits des expatriés, c'est ce que vous avez pu voir dans les journaux, les droits des expatriés seront respectés, c'est-à-dire que les expatriés britanniques dans l'Union européenne conserveront les mêmes droits, les Européens expatriés au Royaume-Uni conserveront les mêmes droits. Mais sans détail, le collectif J'y suis, j'y vote avait interpellé Michel Barnier, qui est le commissaire européen chargé de la négociation avec le Royaume-Uni, et nous avons eu samedi la réponse du commissaire européen. On laisse à chaque État européen le soin d'organiser la façon dont le problème sera réglé. Et c'est très intéressant, ça. Ça veut dire qu'en France, si on veut régler le problème,
qu'il faut modifier la Constitution. Je vous relis la Constitution, elle dit le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union. Les Britanniques ne seront plus dans l'Union. Donc il faudra modification de la Constitution. Et si on modifie la Constitution pour l'accorder aux Britanniques, on peut se poser la question, mais alors, et les autres? Et je crois que ça va être l'occasion de relancer le débat. Je crois qu'il serait nécessaire effectivement que les Britanniques puissent continuer à voter en France, mais il serait quand même un petit peu bizarre et anormal qu'ils soient les seuls hors Union à pouvoir voter. Mais c'est très intéressant parce qu'on quitte une nouvelle fois, on l'avait déjà quitté au moment de Maastricht, le sacro-saint lien entre nationalité et citoyenneté que pose la droite notamment, qui dit mais en France il n'y a pas, c'est uni, c'est la même chose. Eh bien à Maastricht on l'avait déjà séparé, on a donné le droit de vote à des gens qui n'étaient pas nationaux français ou d'un autre État. Et là, ça repose la question et ça brise un verrou constitutionnel et je crois que c'est important. Donc je pense que dans les mois qui viennent, on entendra parler forcément du droit de vote des étrangers d'une manière ou d'une autre et on peut espérer que les choses évoluent, enfin nous on y croit, on continue à se battre pour et bon je crois que maintenant je vous laisse m'interroger ou faire vos propres remarques sur cette question. Merci. Passer aux questions-réponses. Michel. Au passage, on prend 3 questions d'affilée. Oui, j'ai note. Hein. Pas oublier. C'est juste une remarque, c'est pas une question, concernant le Brexit. Si on change la Constitution, on ne peut pas faire de ségrégation. C'est-à-dire que si on la change pour les Anglais qui ne sont plus Union européenne, on est obligé de le changer pour les autres. Sinon, le Conseil constitutionnel pourrait dire, mais attendez, là, vous faites une ségrégation entre des gens, mais en sachant que, par exemple, l'Union européenne, quand elle a fabriqué sa charte dite des droits fondamentaux, elle distinguait les Européens de l'Union, les étrangers, mais étant européens, et puis les autres étrangers qui ne sont ni Union ni Européens. Donc c'est quand même une sacrée difficulté, et à mon avis, là, il y a un bon appui. Okay. Deuxième question. Voilà. Comment dire, en 87, c'était des, comment on appelle ça, des conseillers municipaux associés. Bon. Et depuis 92, est-ce qu'il y a encore eu des élections de conseillers municipaux associés, ou bien est-ce que même ça, ça s'est plus fait? Ok, troisième question. Une troisième, et puis je réponds. Plusieurs choses. Pour commencer, une remarque, je voulais rappeler que le Conseil constitutionnel s'était donné dans un arrêt de 2000, ne s'autorisait pas le droit de contrôler l'évasion constitutionnelle. Voilà pour commencer. Après, je vais noter. Attendez, j'ai pas compris. En 2000, le Conseil constitutionnel a rendu un arrêt et il ne s'autorise pas le droit de réviser les révisions constitutionnelles. Maintenant, au sujet des Européens qui ont le droit de vote, moi j'avais pu comprendre qu'on avait autorisé les Européens à voter aux municipales et aux européennes pour donner ce sentiment de nation, enfin une sorte de citoyenneté européenne et peut-être pour plus tard arriver à une Europe fédérale.
Maintenant, en France, la citoyenneté apporte plusieurs choses. Quand on est citoyen français, on a le droit de vote, bien sûr, d'un côté, mais de l'autre côté, on a aussi le devoir de défendre la patrie. C'est dans la charte du citoyen. Et l'étranger qui a le droit de vote, il a cet avantage, mais il n'a pas à devoir se sacrifier pour la nation. Voilà. Ok. Alors sur le Brexit, ça va être très intéressant partout en Europe, parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes, y compris dans les pays qui accordent déjà le droit de vote aux étrangers non européens, puisque pratiquement partout, sauf en Irlande, il y a une durée de résidence avant de voter. Qu'est-ce qu'on va faire pour les Britanniques? Ils vont basculer dans la... Ils vont rester sans durée de résidence ou ils vont basculer dans les 2 ou 3 ans de durée de résidence? Partout, on va être obligé, dans tous les États, puisqu'on laisse aux États la possibilité de faire leur tambouille, on va partout avoir à modifier les lois électorales sur cette histoire. C'est très intéressant. Affaire à suivre. Sur les conseillers associés, alors non, après 92, donc l'expérience s'est arrêtée. Exemple, la dernière ville qui avait des conseillers associés, c'est une ville des Deux-Sèvres, une petite ville des Deux-Sèvres, Cerisay. C'est là où on fabriquait maintenant les camions, enfin Heulier, la fabrique Heulier. Il y a une époque, quand on faisait des manifestations qui avaient des CRS, sur les camionnettes des CRS, c'était toujours carrossier Heulier. Ils étaient fabriqués à Cerisay. Et pour cette maison Heulier avait fait venir des centaines et des centaines d'ouvriers portugais, et uniquement portugais. Et donc, quand il y a eu l'expérience de conseiller associé, il y a eu l'élection de 5 conseillers portugais au conseil municipal. À partir de 92, ils avaient le droit de vote direct, donc ils n'étaient plus concernés par une expérience de conseiller associé, ça devenait caduc, et un certain nombre d'entre eux sont devenus conseillers municipaux à part entière. Donc 92 cassait complètement l'expérience. La plupart des expériences se sont arrêtées soit par des changements de municipalité, soit parce qu'il y a eu une contestation de des 7 expériences par le FN, parfois par le RPR, je ne sais plus si c'était RPR, ça peut être UDR à l'époque, peu importe, qui contestait la légalité de la mesure. Mais ça n'a pas empêché, à Amiens on a été aussi contesté, ça n'a pas empêché de continuer. On a continué différemment. Vous savez ce qui s'est passé? On nous a dit les étrangers n'ont pas le droit d'interrompre le conseil municipal. Ça a été le jugement du tribunal administratif. Conclusion pratique. Avant ce jugement, les conseillers associés levaient le doigt et le maire disait « j'interromps le cours du conseil municipal, je donne la parole à M. Lamambra ou à M. Lopez ». Après la décision du tribunal administratif, le conseiller associé faisait passer un papier jusqu'au maire, et le maire disait « j'interromps le cours du conseil municipal, je donne la parole à M. Lamambra, à M. Lopez ». Ça a été ça la modification liée au tribunal administratif. Vous voyez, bon, très formel. Donc de toute façon, 92 a été cette expérience. Ce qu'il y a eu après, j'en parle dans le livre, c'est des expériences de conseils de résidents étrangers. Les grandes villes, notamment Grenoble, Strasbourg, Paris, mais aussi Bordeaux, sous Juppé, ont mis en place des conseils de résidents étrangers pour les non-européens. Pour permettre, mais ils ne sont pas dans le conseil municipal, c'est une commission consultative en dehors du conseil municipal qui donne son avis sur un certain nombre de choses. Donc ça a été la façon dont, dans un certain nombre de villes, on essaie de faire participer les étrangers non-européens à la vie de la cité. Alors, sacrifice pour la nation, c'est vrai, encore qu'un certain nombre de Français, j'en connais,
n'ont pas fait leur service militaire et maintenant ne le font plus pour des raisons et qu'on leur interdit pas de voter pour cette raison. Je crois que, bon... Et je pense qu'on est au niveau des élections locales. On n'est pas au niveau des élections nationales. Les choses ont énormément évolué sur ce chapitre. Notamment, il y a 25 ans, quand on a lancé, nous, la lettre de la citoyenneté, il était interdit en Europe d'avoir la double nationalité. Maintenant, c'est devenu la règle commune. La double, la triple, la quadruple nationalité. Et on a réglé, parce qu'une des questions était le service militaire, cette double nationalité, elle fait que les personnes font leur service militaire dans un des deux pays, mais pas dans les deux, et qu'il y a des accords passés entre ces deux pays. Ça a été le problème pour l'Allemagne avec la Turquie. Vous savez qu'en Allemagne, la majorité des immigrés sont turcs, que l'Allemagne a modifié sa législation et notamment permet plus facilement d'acquérir la nationalité allemande, mais elle autorise de fait la double nationalité. Et c'est maintenant devenu la règle. Alors je ne parle pas des footballeurs, des artistes, mais même sans être footballeur ou artiste, on a le droit actuellement d'avoir plusieurs nationalités. Et ça, bon, et ça veut dire de pouvoir voter quand on a plusieurs nationalités, de pouvoir voter dans plusieurs pays. Hein. Ça va jusque-là. Alors, moi je veux bien sur l'histoire de la nationalité, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Un des arguments de la droite, c'est effectivement de toujours, s'ils veulent voter, qu'ils prennent la nationalité française. C'est un argument classique. Et chaque fois que la droite est au pouvoir, elle durcit les conditions d'accès à la nationalité française. Ok ? Donc, faut être sérieux. Bon, c'est pas... on veut bien qu'ils votent, mais on empêche qu'ils votent. On va prendre d'autres questions. Vous avez rappelé qu'en Europe, du coup, on peut obtenir la double nationalité plus facilement qu'on peut l'obtenir maintenant. Alors, la question, vous dites, la droite, elle dit ces étrangers-là n'ont qu'à prendre la double nationalité pour pouvoir voter. Donc, le débat doit peut-être changer d'angle, il faudrait peut-être plus le mettre sur le droit de vote, mais sur les conditions pour acquérir la nationalité, puisque ces gens qui demandent le droit de vote sont des gens qui sont parfaitement intégrés dans la vie de la cité, et qui payent peut-être des impôts, etc., etc. Ils ont donc le droit de vote, mais ils pourraient donc avoir le droit de vote, mais ils sont aussi légitimes donc d'avoir la nationalité française. Du coup, moi je pense que le débat doit changer d'angle, en quelque sorte, et il faut se concentrer sur les conditions. Ces gens-là, s'ils sont si bien intégrés, ils doivent avoir accès à la nationalité française. On peut être intégré et garder sa nationalité d'origine. Ok, j'ai noté. C'est Racine. Oui, il y a deux questions. Je voulais savoir si la notion de réciprocité a été apposée dans le débat ou est-ce que c'est complètement pas cohérent, peut-être pas pris en compte, mais est-ce que ça a peu de... Il y avait quelqu'un d'autre, oui. Bonsoir, merci. Moi, j'aimerais qu'on revienne peut-être au-delà du cadre juridique sur la dimension politique du droit de vote des étrangers et sur l'instrumentalisation, les usages électoraux, notamment par la gauche, de cette question du droit de vote qui ressort systématiquement au moment des élections, mais qui est enfoui dans les tiroirs au moment de la pratique du pouvoir.
Oui. Alors, sur l'accès à la nationalité, alors, c'est vrai que les choses évoluent. Alors, il y a 30 ans, quand on a fait l'expérience des conseillers associés, ces conseillers associés et les personnes qui les ont élus ne voulaient pas, ne souhaitaient pas devenir français. Pour des raisons liées à leur histoire aussi, et notamment à l'histoire coloniale. Il faut voir que, bon, les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, etc., avaient, bon, quand même, ils s'étaient battus pour l'indépendance de leur pays, ils voulaient rester, je dirais, national de leur pays, ils n'envisageaient pas de prendre la nationalité française. Mais même je dirais, les Portugais, le Portugais qui a été élu et qui a fait plusieurs réunions publiques à l'époque, disait toujours « je suis portugais et amiénois ». Voilà le problème aussi de la condition locale. Je suis amiénois, je me sens amiénois comme tous les autres amiénois. Je suis amiénois depuis 20 ans, mais je suis portugais et je veux rester portugais. Et à l'époque, il n'était pas moins question de double nationalité que maintenant. C'est vrai que ça a évolué. Moi, qui ai suivi un certain temps les sans-papiers, j'étais très surpris dernièrement de voir combien pour eux, ils veulent avoir la nationalité française avant d'avoir leur papier. Pour eux, c'est évident que, et pour des raisons, je dirais, passement matériel, de possibilités d'emploi, de logement, etc. Et donc, on n'est plus dans le même contexte, les histoires coloniales sont un peu plus loin, etc. Et effectivement, l'accès à la nationalité française est certainement beaucoup plus demandé maintenant qu'il pouvait l'être il y a une vingtaine d'années. D'accord. Ça ne règle pas, alors, je ne parle pas des élections nationales, hein. Je suis sur les élections locales. Hein. Ça ne règle pas le problème qu'on peut estimer que tous les habitants d'un quartier, que tous les habitants d'une ville doivent pouvoir donner leur avis sur ce qui se passe dans leur commune et qui n'ont rien à voir avec la souveraineté nationale, qui n'ont rien à voir avec la défense du territoire, qui est leur trottoir, leur centre de loisirs, leur crèche, etc. Bon, c'est une réalité, ça. Et c'est la raison pour laquelle des pays accordent encore maintenant le droit de vote aux étrangers. Je crois que c'est la raison principale. Il y a actuellement 56 ou 57, je ne sais plus le chiffre exact, pays dans le monde qui accordent à tous ou à une partie des étrangers de leur territoire le droit de vote communal. Il y a 5 pays dans le monde qui l'accordent au niveau national. C'est très différent. Il n'y a que 5 pays dans le monde qui accordent un droit de vote à toutes les élections. Pays d'Amérique latine et Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est intéressant, hein, c'est le premier pays qui a accordé le droit de vote aux étrangers. C'est aussi le premier pays qui a accordé le droit de vote aux femmes. Vous pouvez faire les courbes, elles sont parallèles. Les années où les pays ont accordé le droit de vote aux femmes et les années où ils ont accordé aux étrangers, courbes parallèles. C'est le problème de démocratie. On pense qu'une partie de la société n'a pas le droit parce que, etc. Bon, mais actuellement, c'est le problème de démocratie qui est important. Il y a de moins en moins de gens inscrits sur les listes électorales. Dans certaines villes de la banlieue parisienne, il y a moins de 30% de gens qui ont voté aux dernières élections municipales. Soit parce qu'ils s'abstiennent, soit parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales alors qu'ils sont français, et soit parce qu'ils sont étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quand même pas élu par moins de 30% des votants. Ça veut dire que la liste majoritaire, elle est élue par 15 ou 16% des habitants de la commune. Bon,
je crois qu'il faut poser le problème, effectivement, de la démocratie, et c'est ce que pose la revendication du droit de vote aux élections locales. Réciprocité, alors réciprocité, vous avez vu que dans l'Union européenne, c'était la notion de réciprocité qui était mise en avant, et cette notion de réciprocité, elle est effectivement intéressante, et deux pays actuellement, enfin, on va revenir sur un troisième, deux pays l'accordent actuellement, cette notion de réciprocité en Europe, l'Espagne et le Portugal, mais l'Espagne a nommé il y a une dizaine d'années, sous le gouvernement Zapatero, un ministre chargé de faire le plénipotentiaire, d'aller dans chaque État où il y avait des migrants en Espagne et de convaincre cet État d'accords de réciprocité. Et l'Espagne a signé des accords de réciprocité avec tous les pays d'Amérique latine. C'était relativement facile parce qu'ils avaient déjà, pour la plupart, le droit de vote pour les étrangers. Mais l'Espagne a signé un accord avec le Maroc, et le Maroc a modifié sa constitution pour permettre aux étrangers de voter aux élections municipales. Pour le moment, ça n'a pas été appliqué, il n'y a pas eu les textes, les décrets d'application, mais le Maroc a modifié sa constitution à la demande de l'Espagne pour que les Marocains puissent voter en Espagne. Donc cette réciprocité, c'est quelque chose d'intéressant. Et le problème, c'est que si on est pour la réciprocité, pourquoi on attend pour donner le droit de vote aux Néo-Zélandais, ils ne doivent pas être très nombreux en France, qui l'ont accordé aux Français depuis 50 ans, même plus que ça, au début du siècle. Qu'est-ce que je dis, 50 ans, 100 ans. Pourquoi on ne le donne pas aux Norvégiens, aux Islandais, qui l'accordent aux Français? Pourquoi? Bon, ça n'a jamais été une proposition en ce sens. On n'a jamais vu l'ombre d'un... Et je crois que, bon... certains pays jouent ce jeu. Et le troisième pays, alors c'est extrêmement intéressant, c'est quand même le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne accorde depuis 1948 le droit de vote à toutes les élections aux ressortissants de leurs anciennes colonies. Oui, d'accord. Hein. Le maire de Londres est pakistanais. En France, d'accord, on peut... le rapport que l'on a avec nos anciennes colonies est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire que les Pakistanais, les Indiens avaient le droit de vote au Royaume-Uni, alors que les Français ne l'avaient pas avant que la Grande-Bretagne rentre, le Royaume-Uni rentre dans l'Union européenne. Et ils le conservent maintenant. Ils vont conserver, bien sûr, le droit de vote. Donc réciprocité, pourquoi pas, mais allons jusqu'au bout, jouons le jeu. Instrumentalisation, oui, bien sûr, oui, oui. Mais je crois que le personnel politique a été extrêmement nul sur cette question, bon, point. C'est tout. Enfin, mais je pense qu'il y a des nuances quand même dans ce personnel politique. Il y en a qui quand même se sont battus. Je pense que moi, je me souviens, je travaillais à Paris à l'époque, mais la seconde élection de Mitterrand en 1988, dans le quartier où je travaillais, il y avait partout des autocollants. Voter Mitterrand, c'est donner le droit de vote aux immigrés. L'UNI, fameuse UNI, bien connue. Bon, Mitterrand a été quand même élu. Mais bon, pour dire que aussi... mais, effectivement, ça a été aussi un... Et je pense qu'il y a eu des hommes politiques sincères et que d'autres, bon, je sais pas, oui, ils ont peut-être fait un argument électoral pour le congrès de leur parti. Parce que maintenant, dans les partis de gauche, tout le monde est pour, donc... mais après, bon, voilà. Non, ça reste un vrai problème. On va encore reprendre
simplement 3 questions, mais je vous propose après de... on va passer dans le couloir, il y a une exposition de panneaux réalisée par notre association et l'éditeur La Licorne, qui reprend donc un peu à la fois l'expérience des conseillers associés d'Amiens et aussi la revendication du droit de vote durant ces 40 dernières années. Et on vous offre à l'occasion de ces 30 ans un petit pot dans la salle numéro 2, après le topo. Et on aurait dû prévoir un vin chaud ou un chocolat chaud, mais bon, j'ai peur que ce soit des boissons fraîches. Une petite question pour terminer. Qu'est-ce que vous ferez si le droit de vote des étrangers passe, vous personnellement? Je prends ma retraite. Non. C'est ma fille qui possède. Tout à l'heure, vous avez parlé de défaut de démocratie. Donc, effectivement, ça m'interpelle, parce qu'en milieu rural, en fait, quand on n'est pas très confronté à ce genre de soucis, c'est vrai que les étrangers, on n'a pas les mêmes soucis qu'en ville. Alors, par contre, le défaut de démocratie, effectivement, alors est-ce que, juste une question, est-ce que le vote obligatoire ne pourrait pas régler ce problème? Voilà, c'est tout. Okay. Je vais dire, à part finalement l'astuce à propos du vote des Anglais sur la Constitution, ça paraît plus une astuce qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a comme perspective pour essayer d'imposer ce vote des étrangers aux élections municipales? Parce qu'il me semble quand même que, c'est pas qu'il y ait consensus, mais grosso modo, ça devrait quand même finir par se faire. Je veux dire, on a l'impression qu'on n'avance pas alors qu'il serait facile d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme idée pour faire avancer la question? Bon, je devrais en avoir aussi, mais non. Une dernière, allez. Moi, ce qui me fait peur, c'est... Elle a une voix qui porte. Moi, ce qui me fait peur, c'est que l'Europe est constituée de plein de pays avec des cultures différentes, et les pays qui sont récemment arrivés dans l'Europe manifestent aussi, pour une partie de leur population, une hostilité aux étrangers. Et vraiment, ça m'inquiète un petit peu. S'ils se mettent tous ensemble contre cette idée, est-ce que ça va le faire? Ok. Quelqu'un d'autre? Oui? Non. Oui, vas-y. Est-ce que c'est une vraie demande des étrangers qui sont actuellement sur le territoire? D'accord. D'accord. Alors, défaut de démocratie, vote obligatoire. Alors, vous venez d'une commune rurale. Il est très intéressant dans les sondages qu'on organise chaque année de constater que plus on est dans une ville importante, et notamment si on est dans l'agglomération parisienne, plus on est pour le droit de vote des étrangers, plus on est dans une commune rurale, plus on est contre. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'étrangers, on est contre. Ok? Donc, et ça pour tous les sujets concernant l'immigration, on retrouve ça à chaque fois. Donc, voilà. On a peur des étrangers, surtout quand on ne les connaît pas et qu'il n'y en a pas. Alors, vote obligatoire. Alors, moi, je n'ai pas une idée tranchée sur la question.
Et en suivant toujours le problème du droit de vote des étrangers, je suis un peu réservé parce que une des raisons invoquées par les luxembourgeois pour dire que les étrangers se sont pas trop mobilisés pour s'inscrire sur les listes électorales, une des raisons invoquées, c'est le vote obligatoire au Luxembourg. C'est-à-dire que les luxembourgeois sont obligés de voter et les étrangers qui s'inscrivent sur les listes électorales, ils ont le droit de vote, sont également obligés de voter. Et ils disent, c'est une des raisons pour lesquelles ils s'inscrivent très peu. Alors que le Luxembourg, c'est quand même un exemple intéressant parce que c'est un pays qui a fait progressivement évoluer sa législation pour accorder davantage de droits aux étrangers. Au moment de Maastricht, le Luxembourg avait obtenu une dérogation parce qu'à l'époque, il y avait 35% d'habitants du Luxembourg qui étaient étrangers, surtout européens, italiens, portugais et belges. Et donc, ils avaient une dérogation. Et il y avait une durée de résidence. Alors tous les autres pays, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de durée de résidence. Il y avait une durée de résidence pour pouvoir voter au Luxembourg. Progressivement, ils ont supprimé cette durée de résidence et ils ont ouvert à tous les étrangers la possibilité de voter aux élections municipales. Et ils ont même, dernièrement, évoqué de pouvoir voter aux élections législatives. Et ils font des efforts, ils s'informent, ils font de l'information auprès des étrangers pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, avec un résultat, à chaque élection il y en a un peu plus, mais ils sont de l'ordre actuellement de 20% du potentiel électoral étranger d'inscrits. Et ils disent, bon, le vote étant obligatoire, les gens ont peur. Bon, en plus, le vote obligatoire tel qu'il est fait en Belgique ou au Luxembourg, l'amende, il y a une amende si on ne va pas voter. En pratique, d'après ce que je sais, personne ne la paie. Enfin, c'est une obligation qui est un peu théorique. Et alors, en pratique, les gens qui ne vont pas voter ne sont pas poursuivis. Alors, astuce. Est-ce que ça sera... C'est là où moi, je suis persuadé qu'un jour ça viendra, mais ça viendra peut-être de là où on ne l'attend pas. Le vote des Européens, personne s'y attendait en France. Et la France était contre. L'Europe peut prendre des décisions là-dessus qui vont dans le sens qu'on souhaite. C'est bon, je suis désolé de le dire, mais c'est peut-être de ce côté-là qu'il y aura un jour une ouverture vers une citoyenneté européenne de résidence, c'est-à-dire d'accepter que les citoyens en Europe ne sont pas seulement les nationaux, mais tous les habitants de l'Europe. Il y a plusieurs pays qui poussent en ce sens. Et y compris en Allemagne, hein. C'est pas un des accords en 2000 entre le SPD et le SCDU prévoyait le droit de vote des étrangers. Et il prévoyait également de faciliter l'accès à la naturalisation. Et lorsqu'ils ont été au pouvoir, ils ont privilégié l'accès à la naturalisation, ils ont abandonné ce qui était dans leur programme commun. Mais c'est quand même des choses qui bougent, y compris dans les pays comme l'Allemagne. Donc, moi je ne suis pas sûr de le voir, vu mon âge, mais je suis sûr que mon petit-fils qui est dans la salle le verra. Nouveau pays, alors c'est vrai qu'on peut être inquiet de la position de nouveaux pays par rapport... alors, bon, c'est très variable, hein, parce que dans les nouveaux pays, il y en a qui ont modifié leur législation au moment où ils ont adhéré à l'Union européenne et qui ont accordé à ce moment-là le droit de vote aux étrangers. Mais dans ces pays, il y avait peu d'étrangers à l'époque où ils ont adhéré à l'Union européenne.
C'est en train de changer, c'est en train de bouger. C'est vrai que c'est pas évident et que ça peut être un frein. C'est un frein pour des tas de domaines, hein, c'est sûr. Et sur les problèmes des migrants en particulier. Et bon. Alors, vraie demande des étrangers. Oui, alors oui. Alors il y a peu, pour des raisons méthodologiques, des raisons, un peu de, si on prend la CNIL, etc., les questions qui portent sur la nationalité ne sont pas toujours reprises dans les questionnaires, dans les sondages, etc. Il y a eu quelques sondages, quand même, de fait, sur ce que pensaient les étrangers par rapport au droit de vote. Tous ces sondages sont extrêmement positifs, et plus on est dans des pays, je dirais, non européens, plus c'est positif. C'est-à-dire que ceux qui sont le moins pour sont, je dirais, les Européens sont peu inscrits après Maastricht dans les différents pays. Ils ne se sentent pas très concernés par... mais la majorité des étrangers, dans les sondages qu'ils ont eus, sont pour, et à une majorité très forte. Mais effectivement, il y a très peu de sondages, il n'y en a pas eu beaucoup de récents, mais c'est pas leur revendication première. Ils ont effectivement de tchèvres fouettés que de descendre dans la rue avec des pancartes pour réclamer le droit de vote. Donc bon, c'est vrai. Hein, donc c'est bon. Mais en même temps, lorsqu'on pose la question, et dans le collectif J'y suis, j'y vote, on a plusieurs associations étrangères. Le responsable actuellement du collectif est un Tunisien, qui refuse, qui est en France depuis 40 ans, qui est médecin, qui travaille dans un hôpital parisien et qui refuse de prendre la nationalité française. Et qui revendique pour le droit de vote. Mais qui revendique aussi pour son droit de vote local. C'est ça aussi qu'il y a chez lui. C'est ça qui change aussi. Hein, actuellement, la revendication, elle porte aussi sur la possibilité d'être présent dans son pays d'origine. Les expatriés veulent pouvoir voter chez eux aussi. Ils veulent pouvoir voter aux deux endroits. Les Français qui étaient installés à l'étranger pouvaient voter à l'étranger. Moi, je sais que mon père a voté dans un pays étranger. C'est normal. On voit l'exposition et on prend un pot. Oui, allez, bravo.